Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Monsieur Bernard de Rozuc, président de l'Autorité de sûreté nucléaire. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Voilà, pour échanger avec vous, Monsieur le Président, sur les enjeux naturellement liés à la sécurité et à la sûreté des installations nucléaires. Notre commission vous avait auditionné en 2018 en tant que candidat à vos fonctions proposées par le Président de la République. 3 ans après cette audition, il nous a semblé indispensable de vous entendre naturellement à nouveau, tant ces enjeux sont au cœur de l'actualité. Nous échangions sur la loi climat il y a quelques instants. Je pense ici bien sûr à la prolongation des centrales existantes, au chantier de l'EPR de Flamanville, au démantèlement de la centrale de Fessenheim, ou encore, plus récemment, à l'impact de la crise de la Covid-19 sur le programme d'arrêt de tranche d'EDF. Le 23 mars dernier, le Sénat a adopté, à l'initiative de Bruno Retailleau, Daniel Gremillet et moi-même, une résolution appelant en substance à revaloriser la place de l'énergie nucléaire dans notre mixte énergétique, car l'énergie nucléaire est un atout considérable pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 que notre commission a consacré dans le cadre de la loi énergie-climat. Lors de mon allocution en séance publique sur cette proposition, j'ai tenu à indiquer qu'il nous fallait conforter les missions de l'ASN. En effet, nous plaidons pour une énergie nucléaire tout à la fois plus importante et bien sûr plus sûre. Production et sécurité, sûreté nucléaire ne doivent donc surtout pas être opposées, comme on l'entend parfois. Tout au contraire, il nous faut faire progresser tous les concepts ensemble. Dans ce contexte, je souhaiterais vous poser 4 séries de questions. La première concerne la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires. Ces réacteurs sont soumis bien sûr à un réexamen périodique tous les 10 ans pour évaluer les conditions de la poursuite de leur fonctionnement. Les 32 réacteurs d'une puissance de 900 MW exploités par EDF atteignent bientôt leurs 40 ans de fonctionnement, c'est-à-dire une durée supérieure à celle qui a été définie lors de leur mise en service, ce qui nécessite une actualisation des études de conception ou le remplacement des matériels. Le 23 février dernier, l'ASN a autorisé la poursuite de l'activité de ces réacteurs en déterminant des prescriptions qui seront appliquées réacteur par réacteur. En quoi consistent ces prescriptions et quel est le calendrier et quel est le coût de cette mise en œuvre? Ma deuxième question a trait au chantier d'EPR de Flamanville, je vous l'avais indiqué tout à l'heure. Son achèvement est bien sûr crucial pour notre politique énergétique. D'abord, RTE, notre transporteur d'électricité, a placé la France en situation de vigilance particulière jusqu'en 2024, à raison notamment des retards sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Ces retards détériorent la situation financière d'EDF. Ce n'est pas un petit sujet puisqu'on parle d'un coût déjà de 12,5 milliards d'euros. Enfin, ces retards paralysent, nous semble-t-il, toute prise de décision sur le devenir de notre filière nucléaire, puisque le président de la République a conditionné la construction de nouveaux EPR à la mise en service de Flamanville. Les décisions prises par l'ASN quant au site de Flamanville sont donc déterminantes. Il semble y avoir du progrès dans les derniers jours. Le 22 mars dernier, vous avez autorisé EDF à utiliser un robot pour reprendre des soudures défectueuses sur Flamanville 3. Cependant, à la suite d'un contrôle inopiné à la mi-janvier, l'ASN a mis EDF en demeure de se conforter aux dispositions réglementaires en matière de préparation et de gestion des situations d'urgence sur les réacteurs en exploitation de Flamanville 1 et 2. Quel bilan faites-vous de la sûreté du site de Flamanville? Les difficultés sur les soudures sont-elles en passe d'être résolues? Et la date de mise en service de cette EPR prévue pour 2022 est-elle tenable? Quelles leçons tirez-vous des difficultés rencontrées? Ma troisième question porte sur le programme d'arrêt de tranche d'EDF. La crise de la Covid-19 a obligé EDF à revoir ce programme, compte tenu des difficultés notamment liées à la disponibilité de son personnel. Or, cette révision pèse sur notre production d'énergie nucléaire et sur la situation financière d'EDF. Quel jugement portez-vous sur l'incidence de la crise de la Covid-19 sur notre parc nucléaire et où en est le programme d'arrêt de tranche d'EDF? Enfin, ma dernière question concerne plus généralement les opérations de déconstruction de nos réacteurs. Pour respecter l'objectif de 50% de production d'énergie nucléaire en 2035, qui a été voté dans le cadre de la loi énergie-climat, 14 réacteurs nucléaires doivent être arrêtés.
avec bien sûr celui de la centrale de Fessenheim, qui a cessé de fonctionner désormais. Les opérations de déconstruction induites emportent des enjeux spécifiques sur la sûreté nucléaire. Elles nécessitent la mise à l'arrêt du réacteur, le démantèlement du bâtiment, le démantèlement du réacteur, s'étalant sur des périodes qui peuvent aller jusqu'à 15 ans. S'agissant du démantèlement des réacteurs de la centrale de Fessenheim, l'ASN a demandé à EDF de compléter son plan de démantèlement et d'appliquer un noyau dur de prescription. Pouvez-vous nous préciser les prescriptions qui sont prises par l'ASN pour la centrale de Fessenheim et plus généralement la doctrine de l'ASN pour garantir un niveau de sécurité? Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, que je n'ai pas salué mais que je salue, veuillez m'excuser, les premières questions que je voulais vous poser pour nourrir votre propos liminaire. Ensuite, nous passerons la question à nos collègues. Oui, voilà. Allô? Oui, ça marche. Très bien. Merci Madame la Présidente de ces propos introductifs, de ces premières questions. Et je suis très heureux, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'être aujourd'hui parmi vous. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, un peu plus de 2 ans après une première audition qui avait été organisée en vue de ma nomination au poste de président de l'ASN. Je suis accompagné, comme vous l'avez indiqué, d'Olivier Gupta, qui est le directeur général de l'ASN. Et si vous en êtes d'accord, nous répondrons l'un et l'autre aux questions que vous nous poserez. Alors, je vais démarrer par la première question que vous avez évoquée, Madame la Présidente, qui est une question effectivement extrêmement importante. Je dirais qu'elle est à la fois sensible et porteuse de grands enjeux, qui est celle de la poursuite de fonctionnement des réacteurs du parc nucléaire d'EDF. Et comme vous l'avez indiqué, nous avons récemment, le 23 février, pris une décision concernant la partie générique du réexamen des 32 réacteurs de 900 MW. Alors, je ferai peut-être très brièvement un petit rappel du contexte du réexamen. J'évoquerai, comme vous l'avez souhaité, les améliorations de sûreté sur lesquelles ce réexamen débouche. Et puis, je soulignerai 2 points de vigilance qui me semblent extrêmement importants, à la fois pour la réussite du réexamen, mais aussi un point de vigilance à plus long terme qui permettra d'aborder d'une certaine manière les questions que vous évoquiez sur la politique énergétique française et la prise en compte de la sûreté dans cette politique énergétique. Alors tout d'abord, le contexte. Donc la loi en France, comme vous le savez, impose que les installations nucléaires fassent l'objet tous les 10 ans d'un réexamen de sûreté. Ces dispositions existent aussi au niveau communautaire et elles sont recommandées au niveau international. En France, le réexamen de sûreté comporte 2 volets. Un premier volet qu'on appelle conformité, examen de conformité, consiste à vérifier l'état de conformité des installations, de vérifier l'absence de risque au regard du vieillissement des installations et des équipements, et puis de réaliser un certain nombre d'essais. Il comporte également un volet de réévaluation de sûreté, qui consiste à intégrer l'état des connaissances en matière de sûreté, le retour d'expérience au niveau national et international, et à déboucher sur des améliorations de sûreté qui doivent être mises en place sur les réacteurs. Pour ce qui concerne les réacteurs d'EDF, qui ont été construits, comme vous le savez, par palier, c'est-à-dire par ensemble de réacteurs de même conception, la partie réévaluation de sûreté est réalisée par palier, c'est-à-dire de manière générique pour un ensemble de réacteurs. C'est ce que nous avons fait pour les 32 réacteurs de 900 MW d'EDF, et notre décision du 23 février ne porte que sur ce volet générique des 32 réacteurs de 900 MW. Cette partie générique sera suivie d'un examen de conformité particulier qui, lui, est fait réacteur par réacteur à l'occasion de leur arrêt pour visite décennale. Et ces visites décennales ont déjà démarré sur certains réacteurs et s'étaleront jusqu'en 2031. Donc on est dans un processus qui comporte à la fois 2 volets, une étape générique et une étape individuelle. Pour l'instant, nous ne sommes prononcés que sur la partie générique. Alors, ensuite, en ce qui concerne le caractère à la fois sensible et à fort enjeu que j'indiquais. Alors, le sujet est sensible, et vous l'avez très justement souligné, Madame la Présidente, à la fois techniquement, mais aussi pour les publics.
pour le public. Il est sensible techniquement parce qu'effectivement, à la conception des réacteurs, l'hypothèse d'une durée de fonctionnement de 40 ans avait été prise dans la conception pour les parties du réacteur qui ne sont pas remplaçables. Beaucoup d'éléments sont remplacés dans un réacteur durant sa durée de vie, y compris les générateurs de vapeur. En revanche, la cuve du réacteur, comme l'enceinte du réacteur, n'est pas remplaçable. Et l'hypothèse prise à la conception des réacteurs, pour la cuve par exemple, était que cette cuve pourrait tenir pendant 40 ans sans risque pour la sûreté. Alors c'est important parce que le matériau de la cuve est exposé au rayonnement et ce rayonnement conduit à un affaiblissement du matériau à travers le temps. Donc les études d'affaiblissement du matériau faites initialement prévoyaient un fonctionnement de 40 ans. Donc le dépassement des 40 ans est effectivement à la fois techniquement important et sensible aux yeux de l'opinion publique. Alors dépasser cette limite de durée de vie, c'est industriellement faisable. Il faut bien sûr le justifier, faire un certain nombre d'études, faire un certain nombre de contrôles. Donc c'est tout à fait possible de le faire et c'est ce que nous avons demandé à EDF, ce qu'a fait EDF. Dépasser la durée de vie de 40 ans, c'est aussi faisable du point de vue légal, législatif, puisque la France n'a pas prévu dans sa législation de limitation de la durée de vie des centrales nucléaires, alors que c'est le cas parfois à l'étranger. Et donc il n'y a pas de limite. Une fois que l'exploitant est autorisé à fonctionner, il peut le faire, bien évidemment. Il est soumis à l'obligation de réaliser tous les 10 ans un réexamen de sûreté. C'est ce que nous avons fait. Ce sujet est un sujet qui est également extrêmement examiné, je dirais, de manière scrupuleuse par les pays riverains à la France. Donc, j'indiquais la sensibilité pour le public par rapport à cette limite emblématique des 40 ans. Et nous avons d'ailleurs, nous réalisons périodiquement des enquêtes d'opinion et depuis de nombreuses années. Et les enquêtes d'opinion montrent qu'en France, par exemple, c'était le cas encore l'année dernière, le grand public est à 53% opposé à la prolongation au-delà de 40 ans. Seuls 39% des Français y sont favorables. Mais les pays riverains sont aussi d'une certaine manière hostiles à cette prolongation. Pour la plupart, ils ont décidé d'arrêter leur exploitation nucléaire, ou ils sont également soucieux de protéger, je dirais, leur territoire. Et donc nous avons un certain nombre de pays qui font savoir de manière régulière leur hostilité à cette décision française, les plus actifs étant l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Alors, si le sujet est sensible, il n'est pas spécifique à la France. Il y a déjà des pays, y compris en Europe, qui ont accepté de prolonger la durée de vie de leurs centrales au-delà de 40 ans. C'est le cas en Grande-Bretagne, c'est le cas en Suisse, par exemple, c'est le cas en Suède, pour des réacteurs particuliers, pour des durées qui sont de quelques années à une dizaine d'années. C'est aussi le cas aux États-Unis, où la quasi-totalité des réacteurs, de même conception que les réacteurs français, sont déjà autorisés par mon homologue américain à fonctionner jusqu'à 60 ans. Alors, compte tenu de la sensibilité du sujet et des enjeux pour EDF, parce que cette opération est une opération de prolongation qui est un investissement assez rentable, il faut le dire, pour EDF, compte tenu du coût. Vous avez évoqué la question du coût. Aujourd'hui, les opérations de grand carénage prévues par EDF, qui sont plus importantes que le simple réexamen de sûreté, sont évaluées à 50 milliards d'euros en euros courants, ce qui est une opération pour 10 années de prolongation d'un parc de 32 réacteurs. Il y a aussi les réacteurs de 1300 MW qui vont suivre, qui est certainement un investissement un des plus rentables pour EDF ces dernières années. Alors, l'objectif est ambitieux. L'objectif proposé par EDF a été de viser le rapprochement des réacteurs de 900 MW avec le niveau de sûreté des réacteurs de troisième génération. Et en France, c'est l'EPR. Donc, à l'issue d'un très long travail avec l'IRSN, l'ASN, EDF, les équipes d'EDF ont été extrêmement sollicitées et ont répondu présentes. Nous sommes arrivés à définir des avancées très significatives en matière de sûreté et je crois qu'il faut vraiment les saluer. Il y a 3 avancées principales. La première, c'est que les dispositions que EDF a proposées et les compléments que nous avons exigés dans notre décision vont permettre d'abord de rendre plus robustes les réacteurs face au risque d'agression interne.
les inondations, les explosions, l'incendie, par exemple, qui est un vrai sujet, hein, et rendre également plus robustes les réacteurs face aux risques d'aléas naturels. C'est le cas du séisme, c'est le cas aussi des canicules. Et nous avons anticipé, bien évidemment, sur une période assez longue, les développements possibles en termes de réchauffement climatique, développement sur l'augmentation de l'intensité des aléas. La deuxième amélioration de sûreté significative, c'est l'amélioration de la sûreté des piscines d'entreposage du combustible. Et les dispositions qui ont été retenues visent à réduire le risque de découvrement des assemblages en cas d'accident ou d'agression sur les piscines, y compris en termes d'agression externe, par exemple une chute d'avion. Et enfin, les améliorations permettent de réduire le risque d'accident avec fusion du cœur de ces réacteurs et de limiter les éventuelles conséquences radiologiques à l'extérieur des centrales. Donc 3 avancées majeures avec un rapprochement le plus possible des niveaux de sûreté des réacteurs de l'EPR. Donc sur cette base-là, nous avons estimé effectivement le 23 février que ces améliorations permettaient d'ouvrir la perspective d'une prolongation pour 10 ans de fonctionnement des réacteurs de 900 MW. Alors j'en viens maintenant sur les enseignements. Mais le réexamen de sûreté, pour nous, a soulevé, je dirais, 2 points de vigilance que je voudrais partager avec vous. Le premier, ça concerne la capacité industrielle, à la fois d'EDF et des prestataires de la filière EDF, à réaliser les améliorations de sûreté qui sont prévues, qui ont été prescrites. Nous évoquions tout à l'heure, Madame la Présidente, la question de l'expérience, de la compétence. Il est clair que les opérations de grand carénage et les opérations de remise à niveau, d'amélioration de sûreté des réacteurs de 900 MW vont générer des travaux sans précédent depuis 10 ans sur le parc nucléaire français. Les travaux vont déjà connaître dès cette année une montée en puissance. Il y a 4 réacteurs qui font l'objet d'une visite décennale en 2021 et un pic d'activité industrielle qui est prévu en 2026. Cette charge de travail va être particulièrement importante pour certains segments industriels. Je pense notamment à la mécanique et à l'ingénierie qui vont voir leur activité croître de manière assez considérable. EDF estime par exemple que la charge de travail de certains secteurs, le génie civil, le contrôle-commande, va être multiplié par 3 dans les 5 années qui viennent. Et dans le secteur de la mécanique, cette charge sera multipliée par au moins 6 dans les 5 ans qui viennent. Et c'est un secteur qui couvre à la fois la tuyauterie, les échangeurs, la robinetterie, un secteur qui n'a pas forcément brillé par la qualité de ses réalisations, notamment en termes de soudage ces dernières années. Donc il y a un vrai sujet de capacité industrielle à suivre le calendrier de réalisation des visites décennales et des travaux d'amélioration de la sûreté qui ont été prescrits et qui conditionnent la poursuite de fonctionnement pendant 10 ans des réacteurs nucléaires. Alors ce point doit être un point de vigilance, d'autant plus que nous sommes dans une situation économique tendue liée à la crise sanitaire et qu'un certain nombre de prestataires d'EDF sont à la fois impliqués dans les travaux nucléaires, mais aussi dans d'autres segments, dans d'autres secteurs à forte technicité, et notamment l'aéronautique. Et il y a un certain nombre de prestataires qui sont à la fois dans une situation difficile du fait de la crise économique et particulièrement forte dans le secteur aéronautique. Et puis, il y a une vigilance à avoir par rapport à un certain nombre de restructurations industrielles de grands groupes qui ont décidé de se séparer parfois de leur activité nucléaire. Et bien évidemment, il est important de trouver des repreneurs pour pouvoir maintenir cette activité. Donc, premier point de vigilance, c'est la capacité industrielle à faire d'EDF et des prestataires. Le second point de vigilance, et je terminerai par ça sur cette première partie concernant le réexamen de sûreté, c'est celui qui est lié à la réduction des marges et aux décisions qui sont à prendre sur le long terme. Alors je m'explique, et ça rejoindra une des préoccupations que vous avez exprimées, Madame la Présidente. La situation actuelle de tension sur les capacités de production électrique rencontrée cet hiver et qui pourrait se reproduire dans les 2 ou 3 prochaines années, y compris d'ailleurs en partie liées aux décisions
gouvernementales en matière de politique énergétique, mais aussi liées au décalage de la programmation des arrêts de tranche. Donc il y a vraiment une tension. Le président de RTE s'est exprimé là-dessus sur les 2 à 3 années qui viennent, je le confirme. Il y a peu de marge par rapport aux besoins de demande d'électricité. Bien évidemment, tout ceci, pour nous, nécessite de prendre des décisions pour reconstituer ces marges, à la fois à court terme et vraisemblablement à moyen long terme. Mon message, c'est qu'il ne faudrait pas que l'absence de marge par rapport aux besoins en électricité vienne peser sur les décisions à prendre lorsqu'il y a un risque sur la sûreté. C'est fondamental. C'est la mission de l'ASN de dire si, le moment venu, si à un moment, un risque se présente et de prendre des décisions. C'est sa responsabilité en matière éventuellement de contrôle ou d'arrêt temporaire des réacteurs nucléaires. Ça peut en concerner plusieurs. Ça s'est déjà produit par le passé. Donc à court terme, il y a bien une vigilance à avoir sur les 2-3 années compte tenu des décisions qui ont été prises en termes de réduction de capacité disponible de production électrique. Mais à long terme, le point principal de préoccupation, c'est celui de l'horizon 2035-2040. C'est-à-dire le moment où la durée de fonctionnement des réacteurs les plus anciens du parc EDF sera entre 50 et 60 ans. Donc on vient de franchir une étape pour aller de 40 à 50, mais si on se projette à l'horizon 2035-2040, les réacteurs nucléaires arriveront à, je dirais, entre 50 et 60 ans de durée de fonctionnement. Bien évidemment, il faudra anticiper la suite par rapport à cette échéance. Et dans les quelques années qui précéderont cette échéance, on peut estimer que la PPE doit effectivement l'anticiper. Donc, c'est un horizon peut-être 2035 ou post-2035, puisque la PPE actuelle va jusqu'à 2035. Si, à l'horizon 2035, les perspectives visées en matière de politique énergétique, soit de développement de nouvelles capacités de production électrique, quelles qu'elles soient, soit en matière d'efficacité énergétique, si les prévisions ne sont pas au rendez-vous, la question pourrait se poser à l'horizon de 2035 pour pouvoir conserver des capacités de production électrique pilotables, de maintenir, au-delà de 60 ans, le fonctionnement des centrales nucléaires actuelles. Et donc ça, c'est un sujet extrêmement important, qui nécessite une anticipation. On ne peut pas attendre 2035 pour se poser la question de savoir si 5 ans après, les réacteurs pourront aller au-delà, les plus anciens, de 60 ans. Il faut se poser cette question le plus tôt possible. Et aujourd'hui, rien ne permet de garantir que d'aller au-delà de 50, voire de 60 ans, sera possible, par rapport au sujet que j'évoquais, notamment celui de la durée de fonctionnement des cuves et la tenue des cuves. Les dossiers qui nous ont été fournis jusqu'à présent par EDF, dans le cadre du réexamen, du 4e réexamen, des réacteurs de 900 MW, permettent de justifier le fonctionnement des cuves jusqu'à 50 ans, mais pas au-delà. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité au-delà de 50 ans. Les éléments que nous avons en main montrent que, pour certains réacteurs, aller au-delà de 50 ans, c'est un peu juste. Les marges actuelles sont assez faibles pour aller au-delà de 50 ans. Pour pouvoir justifier de marges suffisantes, il faudrait faire de nouvelles études et vraisemblablement des travaux de recherche et justifier avec de nouveaux résultats d'études une possibilité d'aller au-delà, avec les conservatismes qui sont nécessaires. Tout ça, ça prend du temps. Les études, ça prend du temps et le résultat aussi de ces études n'est pas garanti. Et donc, mon deuxième point, sur les enseignements à tirer du réexamen, on a bien vu l'instruction complexe liée à la prolongation de 40 à 50 ans sur les réacteurs, c'est de dire, dès à présent, il faut se projeter sur des scénarios plus loin pour pouvoir avoir en main les éléments nécessaires à la prise de décision, soit la prise de décision pour lancer plus tôt de nouveaux projets, parce que lancer un projet nucléaire, ça prend 15 ans, donc il ne faut pas attendre 2035 pour le décider, donc plutôt en quantité suffisante, bien évidemment, ou renforcer, bien évidemment, les dispositions envisagées en termes d'efficacité énergétique. Donc, un récent rapport du Haut Commissariat au Plan disait, je crois fort justement, que l'ambition en matière de transformation énergétique
de la France devait reposer sur un plan réaliste. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce plan réaliste doit absolument intégrer les problématiques de sûreté. Et il faut anticiper, parce qu'il ne faudrait pas que la poursuite de fonctionnement des réacteurs de 900 MW ou des réacteurs d'EDF se pose de manière subie, on n'a pas le choix, ou de manière hasardeuse. Donc il faut anticiper. Voilà ce que je voulais dire. C'était peut-être un peu long, mais ça me paraissait important d'insister sur ces points concernant votre première question sur le prolongement de fonctionnement des réacteurs de 900 MW. J'ai donné le calendrier, j'ai indiqué quelques éléments de coût, j'ai indiqué quels étaient les bénéfices en matière de sûreté. Je pense donc avoir répondu à votre première question. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, concerne l'EPR. Donc l'EPR, c'est effectivement un dossier, comme vous avez dit, qui a avancé. Ça reste un projet complexe qui est soumis à de très nombreux aléas. Et ces 2 dernières années, un certain nombre d'étapes ont été franchies. Quand je dis ces 2 dernières années, c'est à peu près depuis début 2019, moment où s'est posé la question d'accepter ou pas la réparation, la mise en service du réacteur EPR, qui était affecté de défauts de soudure dans une partie difficilement accessible. Et nous avons pris, comme vous le savez, en juin 2019, la décision d'imposer à EDF cette réparation. Donc depuis ce moment, un certain nombre d'étapes ont été franchies et de manière favorable. Alors tout d'abord, un programme d'essai. Le programme d'essai, pour mettre en service un réacteur nucléaire, il faut réaliser de très nombreux essais, près d'1 millier, qui permettent de valider le bon fonctionnement des dispositifs de sûreté ou de fonctionnement tout simplement de la centrale. Ce programme d'essai est quasiment achevé. Et il a, pour un grand nombre de ces essais, démontré la capacité du réacteur à assurer sa fonction. Mais il y a un certain nombre d'écarts qui ont été détectés et ces écarts demanderont des modifications dont certaines sont importantes et qui pourraient être réalisées soit juste avant le démarrage, soit dans les premières années après son démarrage. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pourrais donner des précisions. Donc il y a un programme d'essai qui est satisfaisant, mais néanmoins, il y a quand même quelques modifications qui sont lourdes, qui sont à réaliser. Comme vous le savez également, nous avons autorisé en octobre 2020 la livraison du combustible sur le site de l'EPR. C'est un combustible neuf, donc qui n'est pas irradié, qui ne présente pas de risque en matière de sûreté, d'exposition. Et ces combustibles ont été entreposés dans la piscine de l'EPR. Un autre point que nous examinons actuellement avec EDF, c'est le retour d'expérience des premières années de fonctionnement des EPR en Chine et l'achèvement de la fabrication de l'EPR en Finlande. Il y a quelques retours d'expérience qui ont été tirés et qui devront faire l'objet, là encore, de modifications de la part d'EDF sur son réacteur, sur certains composants du réacteur, avant sa mise en service. Un des derniers enseignements qui a été décrit dans la presse concerne l'EPR d'Olkiluoto en Finlande, avec des problèmes de corrosion sous tension sur des parties des soupapes. Ces équipements de la soupape, ces tiges de soupape devront être modifiés sur l'EPR. C'est possible. Donc, mais il y a encore du travail qui est en cours. Mais le sujet le plus important, là aussi certainement le plus médiatisé, bien évidemment celui des soudures. Donc sur les soudures, il y a une centaine de soudures qui doivent faire l'objet de justifications de la part d'EDF qui ne sont pas conformes. Certaines d'entre elles pourront faire l'objet de justifications après étude, sans réparation, mais il y a une cinquantaine de soudures qui devront être réparées ou entièrement reprises. Donc les procédés de soudage ont été maintenant définis, ils ont fait l'objet d'essais sous la surveillance de l'ASN et les réparations ont démarré. Donc début mars de cette année, il y a une petite dizaine de soudures du circuit secondaire qui ont été réparées suivant les modes opératoires qui ont été qualifiés, et ces réparations se sont très bien passées. Il n'y a eu aucune reprise,
En général, quand on fait une soudure, parfois on reprend pour arriver à la qualité nécessaire. Là, du premier coup, les soudures ont été bien faites, ce qui montre que quand on s'entraîne, quand on qualifie les modes opératoires, les soudeurs, on y arrive. Donc ça a démarré. La réparation va se faire par lot d'une dizaine de soudures, donc les cinquantaines de soudures par lot, petit à petit. Et l'ASN donne le feu vert de réparation des soudures au cas par cas. Nous avons aussi, vous l'avez souligné Madame la Présidente, récemment donné le feu vert pour la réparation des 8 soudures de traversée enceinte avec des robots, qui sont les soudures les plus compliquées. Les opérations ont démarré. Donc si tout se passe bien, ces réparations de soudure sur les différentes parties du circuit secondaire du réacteur EPR devraient être achevées début 2022. Donc ces réparations sont sur le chemin critique du projet au regard de l'objectif d'EDF de viser une mise en service pour fin 2022. Il n'y a plus de marge. Il n'y a plus de marge pour le projet en ce qui concerne la partie réparation des soudures qui est sur le chemin critique. Alors, plus récemment, il y a eu une nouvelle non-conformité qui a été déclarée par EDF, qui concerne encore les soudures, mais cette fois-ci, ce n'est pas sur le circuit secondaire, c'est sur le circuit primaire, c'est-à-dire c'est le circuit qui est une eau sous pression, qui est en contact direct avec le cœur du réacteur. Et cette non-conformité concerne des piquages qui sont sur ce circuit primaire et qui n'ont pas été réalisés conformément à ce qui était prévu à la conception. Ces piquages sont de dimension plus grande que ce qui avait été postulé dans la démonstration de sûreté, parce que dans la démonstration de sûreté, on a une approche déterministe qui consiste à postuler la rupture des soudures. Alors bien évidemment, une soudure qui fait 150 mm, quand elle est postulée, ne permet pas de couvrir une soudure qui a été réalisée en lieu et place de celle-ci et qui fait 500 mm. C'est le cas. Donc il y a la taille de la soudure, la géométrie n'est pas la même, et donc la rupture de la soudure telle qu'elle a été réalisée n'est pas couverte par la démonstration de sûreté d'EDF. Donc c'est un sujet qui est en cours d'instruction. Ces soudures n'ont pas la qualité suffisante pour postuler l'absence de rupture. La démarche d'exclusion de rupture n'est pas applicable, ne peut pas être appliquée à ces soudures. Et donc il faut trouver une solution pour renforcer la tuyauterie, le piquage, ou reprendre la soudure de telle manière à ce qu'elle puisse être acceptée au titre de la démonstration de sûreté. Nous sommes en discussion avec EDF sur ce point. La stratégie de traitement, pour l'instant, n'est pas déterminée. Il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. Et à ce stade, nous n'avons bien évidemment pas pris position. Nous prendrons position au plus tard cet été. Donc il y a encore un travail de 2-3 mois avant d'arriver à une prise de position. Et on ne peut pas dire si la réparation, au vu de la stratégie qui sera présentée par EDF, permettra de rentrer dans le planning que je vous rappelais tout à l'heure. Voilà la situation, je crois, complète sur l'EPR. Ensuite, vous m'avez parlé des programmes d'arrêt de tranche, notamment en ce qui concerne la gestion de la crise Covid. J'ai un peu répondu tout à l'heure, donc je serai plus rapide. Donc effectivement, la première période de confinement a conduit à des travaux plus lents sur les réacteurs nucléaires, bien sûr à plus de précautions, à une réduction du personnel présent. Et donc ça a eu un impact sur la réalisation des travaux en arrêt de tranche. Et il y a eu toute une série d'opérations de déprogrammation et de reprogrammation qui ont été réalisées par EDF. Alors il faut savoir que c'est un peu un château de cartes, le programme d'arrêt de tranche d'EDF avec 56 réacteurs. Et donc lorsqu'on déplace un arrêt, il y a une espèce d'un effet domino sur l'ensemble du château. Ce qui fait que la déprogrammation et la reprogrammation va concerner le parc pendant plusieurs années, pendant au moins 5 ans, d'où la tension particulière sur les 2-3 ans que j'indiquais tout à l'heure en termes de capacité de production. Les choses sont relativement maîtrisées. Nous n'avons pas de grief particulier sur cette affaire, sur cela. Nous sommes vraiment en relation étroite avec EDF.
sur cette question de reprogrammation. Bien évidemment, parfois, la reprogrammation entraîne des décalages par rapport à des contrôles qui étaient réglementairement prévus. Nous avons les moyens d'ajuster, moyennant quelques justificatifs. C'est ce que nous faisons. Nous l'avions déjà fait par le passé. Pour l'instant, nous n'avons pas de difficulté à accepter ce décalage. Mais l'incidence de ce décalage de programmation en arrêt de tranche, c'est celui que j'indiquais tout à l'heure. C'est bien évidemment sur la capacité à assurer la production électrique qui est nécessaire pour faire face notamment aux pics hivernaux. De manière générale, nous estimons que tous les exploitants, et pas seulement d'ailleurs EDF, ont géré de manière très satisfaisante la situation de crise. Ils ont fait l'objet vraiment d'une grande réactivité, une grande résilience. Et lorsque l'on regarde les résultats globaux de sûreté chez les exploitants en 2020, notamment chez EDF, puisque certains exploitants comme le CEA ont arrêté leur installation pendant la période première de confinement, donc EDF n'a jamais arrêté, Orano n'a pas arrêté les usines du cycle combustible, et bien les résultats de sûreté sont plutôt meilleurs. Les indicateurs sont plutôt satisfaisants, meilleurs. Alors, l'expliquer, on ne sait pas encore, mais bien évidemment, on a déjà regardé et discuté de ce sujet avec EDF. D'une certaine manière, on pourrait penser, c'est certainement pas le seul facteur, mais que la situation de crise a conduit une mobilisation extrêmement forte, avec plus de présence des managers sur le terrain, plus d'attention à la préparation des chantiers, pour conjuguer à la fois les aspects techniques du chantier, mais aussi la situation sanitaire. Les contraintes de délai n'ont plus été aussi fortes, puisqu'il y avait effectivement cette déprogrammation des arrêts qui permettait de lisser le programme. Et donc, d'une certaine manière, il y a eu peut-être un peu plus de sérénité et de présence terrain qui ont conduit à des meilleurs résultats de sûreté. C'est une des explications, mais je pense qu'elle vaut vraiment la peine d'être expertisée, et je crois que c'est ce que fait EDF. Votre quatrième question concernait la déconstruction ou le démantèlement des réacteurs. Donc vous avez effectivement à la fois évoqué la programmation pluriannuelle de l'énergie avec l'objectif des 50% en 2035, l'arrêt de 14 réacteurs, dont les 2 de Fessenheim, donc il y en a 12 encore à arrêter si bien évidemment les conditions le permettent. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en matière de capacité de production électrique suffisante. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est la loi, c'est le choix d'EDF de désigner les réacteurs qui seront à l'arrêt. Quand on regarde la période entre aujourd'hui et 2035, on constate qu'il y a une quinzaine de réacteurs qui arriveront à l'échéance de leurs 50 ans. Et donc, d'une certaine manière, par rapport aux annonces qui ont été faites par EDF a indiqué qu'il envisageait de choisir les 12 réacteurs restants sur 7 sites nucléaires, parmi 8 qui accueillent des réacteurs de 900 MW, c'est-à-dire 7 sites sur lesquels il y a au moins 4 réacteurs, de manière à pouvoir en fermer 2 et en laisser 2 ou 4 en fonctionnement, tel que le gouvernement l'a souhaité. Donc le choix est possible. 15 réacteurs qui arriveront à 50 ans. Le choix est possible, je dis, en termes de combinaison, d'articulation entre l'échéance de 50 ans et la décision d'arrêt. Mais cette décision dépend d'EDF. Tous les sites ne sont pas égaux. Il y a un certain nombre de sites qui sont plus sujets à agression que d'autres. Il y a des réacteurs qui sont dans un état moins satisfaisant que d'autres. Certaines cuves, j'évoquais tout à l'heure, font l'objet de défauts d'origine, que nous suivons bien évidemment, et qui n'ont pas évolué jusqu'à présent. Donc tous ces paramètres de sûreté devront être pris en compte le moment venu par EDF pour faire ce choix des 12 réacteurs. Mais ces réacteurs, pour l'instant, ne posent pas de difficultés de notre point de vue pour aller jusqu'à 50 ans. C'est la décision que nous avons prise le 23 février dernier. Et en ce qui concerne le Fessenheim, donc Fessenheim, c'est le premier chantier de démantèlement des réacteurs de 900 MW construit, je dirais, sur des effets paliers. Il y a déjà un réacteur qui est celui de Chaux A,
qui était plus petit réacteur à eau sous pression, qui a fait l'objet d'opérations de démantèlement, ce qui a permis d'ailleurs de valider un certain nombre de modes opératoires. Les réacteurs de 900 MW, les réacteurs à eau sous pression, sont des réacteurs qui existent dans le reste du monde et qui ont déjà fait l'objet parfois de démantèlement. Donc là, la méthodologie est connue et le retour d'expérience est connu, et donc ce qui conduit certainement à EDF à pouvoir effectivement raisonnablement maîtriser sous une durée de 15 ans le démantèlement. Donc pour l'instant, nous en sommes dans une phase préparatoire au démantèlement. C'est le plan de démantèlement que vous avez cité qui permet à EDF de réaliser des opérations préparatoires. Par exemple, retirer le combustible, le laisser refroidir 3 ans en piscine, l'envoyer à La Hague. Ça, ce sont des opérations qui permettent d'évacuer de la matière combustible. Ensuite, il y a quelques travaux préliminaires, mais le démantèlement en lui-même ne démarrera que lorsque le décret de démantèlement sera approuvé. Il est en cours d'instruction, il le sera pour 2024-2025. Et donc, c'est à ce moment-là que les opérations de démantèlement démarreront concrètement. Je veux dire que le site est très mobilisé. C'est un site qui était déjà un site un peu exemplaire d'ailleurs en termes de fonctionnement. Nous avons toujours, l'autorité de sûreté nucléaire a toujours souligné que les performances du site de Fessenheim étaient parmi les meilleures sur l'ensemble du site. Et les équipes se sont aussi très bien mobilisées sur la préparation du démantèlement. Donc les choses avancent très, très bien. Nous avons également réalisé une revue d'inspection de projet d'EDF sur le démantèlement de Fessenheim et les choses sont vraiment bien prises en compte. Voilà, donc nous sommes satisfaits. J'ai répondu, je crois, Madame la Présidente, à vos 4 questions. En étant un peu long, je m'en excuse. Merci beaucoup, je vous en prie, et merci d'avoir été à ce point complet. Je vais passer la parole à notre président du groupe énergie et rapporteur de la loi énergie-climat, Daniel Gremillet. Puis ensuite, je demanderai à Viviane Artigalas de poser sa question. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord, comme notre Présidente, je suis convaincu que l'énergie nucléaire, qui représente les 3/4 de notre mix énergétique et n'émet que 6 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure, est un atout crucial pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour que la production d'énergie nucléaire s'effectue dans des conditions optimales, aujourd'hui comme demain, il est nécessaire de veiller à la sûreté des installations et à la gestion des déchets. C'est pourquoi je voudrais vous soumettre 4 questions. La première, je souhaiterais recueillir votre avis sur les perspectives d'évolution de l'énergie nucléaire dans notre mix énergétique. Le gouvernement n'a pas tranché cette question car elle relève de la seule compétence du législateur dans le cadre de la loi quinquennale prévue à compter de 2023. Pour autant, il a lancé un programme de travail sur le coût du nouveau nucléaire et commandé à RTE et à l'Agence internationale de l'énergie un scénario 100% renouvelable. Ces études doivent permettre de décider ou non du lancement d'un programme de renouvellement des installations nucléaires, EDF ayant proposé la construction de 3 paires d'EPR dans le cadre du projet Nouveau Nucléaire de France. Selon vous, la construction de nouveaux EPR permettra-t-elle de renforcer le niveau de sûreté nucléaire? À l'inverse, l'application d'un scénario 100% renouvelable ne poserait-elle pas des difficultés sur le plan de la sûreté nucléaire puisqu'il faudrait démanteler la totalité de nos réacteurs? En deuxième lieu, je voudrais vous interroger sur le chantier d'EPR de Flamanville. Notre présidente a rappelé ses difficultés, mais je souhaiterais revenir sur 2 points spécifiques. L'état des compétences de la filière nucléaire, le niveau d'exigence en matière de sûreté nucléaire. Tout d'abord, dans son rapport sur l'EPR de Flamanville, Jean-Martin Folz a imputé les difficultés rencontrées, je le cite, « une perte de compétences généralisée ». Cette perte de compétences est-elle avérée? A-t-elle un impact sur la sûreté nucléaire et comment la surmonter? Plus encore, alors que l'EPR de Flamanville, dont la construction a été engagée il y a 15 ans, n'est toujours pas opérationnel, les autorités de sûreté nucléaire ont autorisé le fonctionnement de l'EPR de Taishan en Chine en 2018 et en 2019, celui de Finlande, le 24 mars dernier. Pourquoi la France est-elle à la traîne? Notre opérateur EDF a-t-il rencontré plus de difficultés? À l'inverse, les règles de sûreté sont-elles plus contraignantes qu'ailleurs? Je cite par exemple la Chine. En troisième lieu, je souhaiterais recueillir votre opinion sur le financement des charges nucléaires de long terme liées en particulier au démantèlement des réacteurs ou à la gestion des déchets.
C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de notre commission. C'est d'ailleurs grâce à notre seule action que le gouvernement n'a pas supprimé le CNEF. C'était la Commission nationale. Je vous rappelle, on était choqués qu'on puisse, à un moment où on allait commencer de démanteler, de supprimer cette Commission nationale, chargée d'évaluer les charges ainsi provisionnées par des exploitants à l'occasion de l'examen de la loi ASAP. L'ASN rendant un avis sur les rapports remis sur ce sujet par les exploitants au ministre de l'Énergie, quel est votre avis sur les charges ainsi provisionnées Leur niveau est-il suffisant et comment redynamiser la Commission nationale de sûreté dans le cadre du démantèlement que nous appelons de nos voeux? Pour conclure, je voudrais aborder la question des déchets nucléaires. Où en est l'élaboration du plan national de gestion des matières de déchets radioactifs et qu'en est-il du projet de stockage profond de déchets de CIGECO mis en place par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA? Quels en sont les enjeux et le calendrier? Quels sont les principaux avis émis par l'ASN? Enfin, que pensez-vous de l'ambition de la fermeture du cycle de combustible nucléaire, c'est-à-dire leur emploi à terme des déchets comme combustible? À cet égard, l'arrêt du projet de démonstrateur Astrid, qui devrait y contribuer, n'est-il pas regrettable? Je vous remercie. Je vais peut-être vous laisser répondre à ces questions du rapporteur et ensuite on passera à l'ensemble des autres questions. Très bien. Merci, monsieur le sénateur, pour ces questions. Tout d'abord, les perspectives d'évolution du nucléaire. Donc vous avez souligné effectivement les choix qui sont à faire par le gouvernement en matière de politique énergétique et du débat qui s'est installé sur le nouveau nucléaire, sur l'hypothèse de 100% renouvelable. Le débat est ouvert. Bien évidemment, ce n'est pas à l'ASN, en tant qu'autorité de contrôle, de prendre parti dans ce débat. En revanche, je crois, à travers mon propos précédent, déjà souligner les précautions qu'il faut prendre par rapport aux hypothèses qui sont sur la table. J'ai dit, parce que j'en suis absolument convaincu, qu'effectivement, nous avons besoin, le Haut Commissariat au plan l'a rappelé, de choix qui soient robustes. Et donc les hypothèses sont évoquées, mais le choix qui sera fait doit être un choix qui soit suffisamment robuste et qui permette d'assurer les besoins en électricité pilotable, quelle que soit la source qui sera utilisée, de manière sûre et de manière anticipée par rapport aux échéances de long terme 2035 et 2040. Donc, mon message, il est surtout celui-là, sur le choix à faire en termes de politique énergétique. Dès qu'il faut le faire de manière à la fois rapide et faire un choix qui soit robuste et qui ne conduise pas à mettre en difficulté l'obligation de sûreté de fonctionnement des réacteurs en service. Sur les nouveaux réacteurs, donc il y a effectivement le souhait d'EDF de voir le gouvernement décider la production de 6 EPR, la construction de 6 EPR. Ce sont des EPR nouvelle génération ou nouveau modèle, ou deux, ça dépend, toutes les appellations existent, qui tirent parti, bien sûr, du retour d'expérience de la construction de l'EPR de Flamanville, mais aussi des EPR à l'étranger, et qui comportent un certain nombre d'évolutions en termes de conception, qui ne sont pas négligeables. Par exemple, sur l'EPR de Flamanville, il y a une double enceinte. Sur l'EPR2, il n'y a qu'une seule enceinte avec une paroi métallique interne. Donc ce sont des changements qui sont significatifs. Nous avons été amenés à nous prononcer en 2019 sur les options de sûreté de ce nouveau réacteur EPR2. Et dans l'ensemble, nous avons indiqué que les options de sûreté qui étaient proposées nous paraissaient satisfaisantes pour ce qui concerne l'EPR2. Nous avons néanmoins soulevé un point principal de préoccupation qui n'est pas réglé à ce jour, c'est l'hypothèse qui a été prise par EDF d'appliquer à l'EPR2, comme il l'a fait sur l'EPR de Flamanville, ce qu'on appelle l'hypothèse d'exclusion de rupture, c'est-à-dire de viser un tel niveau de qualité de réalisation que la démonstration de sûreté n'aurait pas besoin d'étudier la rupture de certaines parties du circuit primaire ou du circuit secondaire.
C'est exactement les problèmes qu'on a rencontrés sur l'EPR. Donc nous disons attention, le retour d'expérience de la difficulté de la mise en œuvre de cette très haute qualité de fabrication doit être tiré. Et pour retenir une hypothèse d'exclusion de rupture, il faut vraiment que ça présente des avantages en termes de sûreté. Donc nous avons écrit cela en 2019 et nous sommes depuis en discussion avec EDF. Nous n'avons pas convergé jusqu'à présent et j'ai clairement annoncé que nous prendrons officiellement position avant l'été 2021 sur cette question en disant oui ou non, l'hypothèse d'exclusion de rupture peut être retenue pour le PR2. Et nous voulons le faire avant l'été, de telle manière que les éléments qui seront donnés par EDF au gouvernement pour faire son choix en 2022 ou en 2023 puissent en tenir compte. Parce que bien évidemment, ce n'est pas la même chose d'avoir à concevoir un réacteur sur le modèle de tous les réacteurs que nous avons en France, hormis le PR, qui prévoyaient des dispositifs de sécurité, d'antidépatement sur les canalisations, sur les tuyauteries primaires ou secondaires, par exemple. Voilà, donc nous prendrons cette décision avant l'été pour que les choses soient claires et de manière à ce que le projet d'EDF soit dimensionné en conséquence, y compris financièrement, bien évidemment, et en durée. Alors, par rapport au nouveau nucléaire, il y a un autre sujet de débat actuellement. D'ailleurs, je voyais en arrivant ici que ça fait l'objet d'un article dans les Échos d'aujourd'hui, qui est finalement les SMR, les petits ou les réacteurs modulaires. Clairement, c'est par rapport à ce que vous disiez en introduction sur les deux sujets sensibles du nucléaire, la sûreté d'une part et la gestion des déchets, les SMR présentent, en tout cas sur le papier, puisque pour l'instant il n'y a pas encore de réacteur construit, mais présentent potentiellement des avancées très significatives en termes de sûreté. Et donc, ce n'est pas le cas de l'EPR2 par rapport à l'EPR. En revanche, un SMR pourrait aller beaucoup plus loin en termes de garantie sur la sûreté, et notamment le risque de fusion du cœur est exclu dans un SMR. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de rejet de produits radioactifs à l'extérieur. Et donc nous disons, nous, en tant qu'autorité de sûreté, même si, bien évidemment, les SMR qui font l'objet d'un projet en France, mais qui n'est pas encore suffisamment avancé, nous disons que s'il y a un choix de nouveau nucléaire qui est fait par le gouvernement, c'est certainement une option qu'il faut regarder, parce qu'elle présente des avantages en termes de sûreté supérieurs à ce que le PR2 peut aujourd'hui offrir. Il y a d'autres, bien sûr, inconvénients. C'est plus cher, certainement. Mais voilà, c'est une option qu'il faut regarder. Donc voilà, pour ce qui concerne le nouveau nucléaire, ce que je souhaite vous indiquer, en complément de ce que j'indiquais tout à l'heure sur la composante sûreté à intégrer dans les choix qui seront faits dans le futur. En ce qui concerne l'état de compétence de la filière, alors c'est vrai que le rapport Fols mettait en exergue à la fois la perte de compétences et la perte d'expérience. C'est un peu différent. La perte d'expérience est essentiellement liée au fait que pendant de nombreuses années, plus de 10 ans, il n'y a pas eu de grands projets nucléaires en France. Et donc l'industrie spécifique du nucléaire s'est effectivement un peu amenuisée et elle n'a pas eu... comme le font les Chinois, quand ils font 5 réacteurs tous les ans, bien évidemment, ils entretiennent une expérience que nous n'avions plus. Mais la perte de compétences est aussi liée, de manière générale, à l'affaiblissement industriel de la France dans les années 90 et au début des années 2000. Je suis allé sur le chantier de l'EPR pour la deuxième fois, en décembre dernier. J'ai vu les équipes de soudeurs qui avaient été qualifiées pour pouvoir réaliser les soudures dont je parlais tout à l'heure. Il y a très peu de Français. Il y a des Allemands, des Tchèques et des Croates. Nous n'avons plus de soudeurs en France. C'est un vrai sujet de compétences qui est lié au fait que l'industrie mécanique, la chaudronnerie, elle s'est beaucoup affaiblie. Donc il y a bien cette perte d'expérience et cette perte de compétences qui peuvent expliquer. Ça se retrouve. On peut retrouver l'expérience et la compétence. Et tout à l'heure, j'évoquais les besoins industriels pour pouvoir réaliser dans les 5 ans qui viennent les travaux liés au réexamen de sûreté. C'est à la fois un point de vigilance, mais c'est une formidable opportunité.
avoir sur les 5 ans qui viennent 6 fois plus de travaux dans la mécanique, c'est-à-dire la possibilité de restructurer, de reconstruire une industrie mécanique qui permettra de faire face un peu plus tard au projet, par exemple, nouveau du nucléaire. Donc c'est une opportunité qu'il faut saisir, c'est possible, et on peut retrouver la compétence, rien ne l'interdit, et je suis convaincu que c'est quelque chose qui est accessible à l'industrie française qui a relevé des défis bien plus importants que celui-là. Donc c'est possible. Ça ne peut pas être un argument pour ne pas aller vers une construction nucléaire. En revanche, c'est un constat dont il faut tirer absolument des enseignements. Et l'opportunité des travaux sur le réexamen de sûreté peut être un moyen de redonner de la dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé sur Taishan et Okiloto? Alors Okiloto n'est pas encore en service, c'est simplement un point d'arrêt qui a été levé, puisque l'autorisation de chargement du combustible a été donnée, mais le réacteur n'est pas encore en service. Okiloto, c'est un réacteur qui a démarré, dont la construction a démarré encore plus tôt que Flamanville, donc voyez-vous, le délai est aussi long. Et la mise au point du réacteur a été effectivement extrêmement longue. Ce que dit le rapport Folz, et qui me paraît aussi important que ce que vous avez souligné en termes de perte d'expérience et de compétences, c'est l'absence de maturité des projets EPR, tant en Finlande qu'en France, lorsqu'ils ont été démarrés. Ces projets ont été décidés, alors que les études, c'est extrêmement bien dit dans le rapport de Jean-Martin Folz, les études de conception n'étaient pas achevées. Quand on compare certaines estimations qui ont été faites, ne serait-ce que dans le béton, avant de décider le lancement de la fabrication, on commence par ça. Quand on fait un réacteur, on fait d'abord le réacteur, les bâtiments. Et ce qui a été mis en œuvre sur Flamanville, c'est considérable. Il y a un facteur 3 à 4. Donc les études n'étaient pas terminées. Donc bien évidemment, ça a pris beaucoup de temps. Certains contrats ont dû être ajustés parce que la fabrique, les plans finaux n'étaient pas ceux qui avaient été fournis au départ. Et donc il y a un problème de gestion de projet qui est fondamental et qui ne s'applique pas d'ailleurs qu'aux constructions neuves en France. On a aussi des problèmes de gestion de projet sur le démantèlement ou la reprise de conditionnement des déchets. Donc il y a un vrai sujet de mobilisation de la filière industrielle pour gérer les projets. De ce point de vue-là, les travaux qui ont été lancés par EDF, notamment dans le cadre du plan Excel, sont vraiment des pistes intéressantes en termes de renforcement de la maîtrise des projets, de la maturité des projets. De la même manière, la mobilisation de la filière nucléaire à travers le groupement des industries françaises de l'énergie nucléaire, le GIFEN, homologue du GIFAS dans l'aéronautique, sont aussi très, très encourageants. Donc, moi, je constate, en tant que président de l'ASN, vraiment une mobilisation de l'ensemble de la filière, des signes positifs en termes de recouvrement de la compétence, l'expérience. Il faut profiter des opportunités. Le réexamen en est une. Et voilà, je pense que c'est tout à fait possible, à condition qu'on maîtrise mieux les projets. Les règles plus contraignantes, pour moi, c'est une fadaise. C'est un argument qui est souvent utilisé, qui n'a d'ailleurs pas de fondement. Les règles de construction, en plus de l'EPR, je parlais tout à l'heure des parties de réacteurs qui n'ont pas été construites correctement, les soudures qui étaient défectueuses. En fait, le niveau de qualité imposé pour ces soudures de l'EPR avait été largement atteint dans la construction des réacteurs français précédents. Et le niveau d'exigence avait été proposé par EDF. Ce n'est même pas une proposition, une obligation faite par l'ASN. L'ASN a retenu le niveau de qualité qui était proposé par EDF, qui était le même niveau que celui qui avait été atteint précédemment. Il n'a pas pu être atteint sur Flamanville. Donc le sujet n'est pas l'augmentation ou la sévérisation des règles. Bien évidemment, il s'est passé des choses entre le lancement du projet EPR et puis aujourd'hui, c'est bien évidemment Fukushima. Donc ça a nécessité sur certains réacteurs des renforcements. Le financement des charges long terme, oui, c'est un sujet. Alors ce n'est pas la responsabilité de ASN, c'est la responsabilité de la direction du Trésor, je crois, et de la DGEC, Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Nous avons effectivement un avis à émettre. Nous émettons un avis régulièrement qui est pris en compte. Le point le plus important ne me semble pas être le démantèlement.
Le démantèlement, bien sûr, on discute des estimations EDF. EDF met en avant un effet parc, le fait qu'il puisse effectivement réduire le coût des travaux compte tenu du fait qu'ils seront répétitifs. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments permettant de contredire cette analyse. En revanche, moi, je suis plus inquiet sur la provision de charges long terme concernant les déchets et concernant la requalification de matière en déchets. C'est-à-dire, on a un double régime en France. Tant qu'une substance radioactive a potentiellement un débouché, on la qualifie de matière. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation de provision pour charge long terme, puisque cette matière peut être valorisée à un moment donné. Bien évidemment, tous les exploitants font preuve de grande imagination pour nous indiquer qu'il est possible de valoriser leur matière. En revanche, bien évidemment, lorsque cette valorisation n'est pas possible, c'est un déchet, et ce déchet doit faire l'objet de provisions de charges long terme. Là, je pense qu'il y a un vrai sujet, un point d'attention. Attention à ne pas entretenir une illusion pour pouvoir effectivement repousser un peu trop loin la qualification en termes de déchets de matière. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Nous nous sommes exprimés sur un avis récent, un avis matière, pour dire qu'il y a un certain nombre de matières, je pense notamment à l'uranium appauvri, qui aujourd'hui est dans des proportions telles que jamais il y aura vraiment d'usage pour cet uranium appauvri. Et pour nous, nous estimons qu'il faut, en tout cas, avoir une approche prudente et prévoir d'abord des études pour savoir comment cet uranium appauvri ou très appauvri pourrait être stocké et non plus entreposé, et bien évidemment le coût afférent à mettre en charge long terme. Voilà, je pense que c'est un sujet compliqué et je ne peux qu'approuver votre souhait de revitalisation des commissions qui ont à discuter de ce sujet. Sur le futur PNG-MDR, donc c'est effectivement un plan très important qui est en cours d'élaboration, sa préparation a fait l'objet d'un débat public, c'était la première fois. Nous nous sommes exprimés à travers des avis. J'ai évoqué l'avis sur les matières, mais on a aussi émis des avis sur toutes les filières de gestion, très faiblement radioactifs, hautement actifs à vie longue. Donc tous ces avis pointent effectivement des éléments de vigilance à avoir ou des problèmes de sûreté à traiter. Mais ce qui ressort, et c'est finalement ça plutôt le message que je voudrais délivrer, ce qui ressort de manière transversale à la totalité des avis que nous avons émis, c'est l'idée suivante, c'est que le futur plan, c'est un plan pour 5 ans. Et pendant la durée de ce plan, nous estimons qu'il faut, pour les différentes filières de déchets, il faut vraiment choisir. Il faut choisir des solutions. Nous sommes au 5e plan. Les plans précédents ont beaucoup défini des études. On demandait des comparaisons, des hypothèses, des avantages, inconvénients, etc. Tout ce matériau est présent. Mais parce que le sujet des déchets est un sujet extrêmement compliqué, sensible aux yeux de la population, la tendance a été un peu à la procrastination. Il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises. Et aujourd'hui, quand on regarde dans 20 ans, aucune filière de déchets, de gestion des déchets, ne sera opérationnelle dans 20 ans si on ne prend pas de décision dans les 5 ans qui viennent. Les déchets très faiblement radioactifs, qui sont les plus importants en volume, des métaux, des gravats, des terres, qui seront, dans la quantité, va augmenter considérablement avec les opérations de démantèlement. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul centre de stockage. Il sera saturé en 2028. Il n'y a pas d'autres solutions prévues au-delà de 2028 pour l'instant. Plusieurs hypothèses ont été émises, mais il n'y a pas de solution. Il y a des hypothèses de nouveaux centres centralisés, un centre unique qui conduirait à faire des transports de déchets pour aller vers ce centre. L'hypothèse de centre décentralisé a été évoquée mais n'a pas été expertisée. L'hypothèse de la valorisation de ces déchets, notamment les déchets métalliques, a été évoquée. C'est le technocentre de Fessenheim qui n'a pas encore aussi fait l'objet de décisions. Donc il y a sur les déchets TFA, les plus gros volumes, il y a des idées, mais il n'y a pas de solution encore. Pour les déchets FAVL, faiblement radioactifs, mais à vie longue, plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années,
là encore, c'est un ensemble de déchets très disparates. Il y a des déchets bitumés, des déchets graphites, enfin, il y a un peu de tout. Là encore, beaucoup d'études, mais pas de décision qui est prise. Il y a un site qui avait été fléché pour accueillir ces déchets, le site de Soulaine, dans l'Aube. Bon, peut-être qu'un jour, les élus diront nous, on n'est plus d'accord. Ça fait déjà plus de 10 ans que l'idée est là. Voilà. Et puis, il y a bien évidemment la filière des déchets HAVL, et le projet de CIGEO à Bure, dont tout le monde sait que c'est un sujet compliqué, controversé. Pourtant, il y a eu des lois, il y a eu des discussions, il y a eu des débats publics. La décision n'est pas prise encore, pas totalement prise. Donc, moi, je dis attention, si les décisions ne sont pas prises dans les 5 ans qui viennent, aucune filière de gestion des déchets en France n'aura de solution dans 20 ans. Et je reviens sur l'anticipation. C'est ce qui m'a frappé le plus dans mes 2 ans d'exercice en tant que président. Le nucléaire, c'est le domaine du temps long. On ne fait rien en 15 ans. Il faut au moins 15 ans. Et si on met 5 à 10 ans pour décider, on ne fait rien en 20 ans. Et tous les sujets que j'évoque sont connus, mais on ne décide pas. Donc il y a vraiment urgence, à la fois sur la politique énergétique, les choix de production d'électricité pilotable, nucléaire, pas nucléaire, quel nucléaire, PR2, SMR, etc. Et puis en termes de déchets, c'est la même chose sur les combustibles usés, avec un autre sujet. Et c'est la même chose, je terminerai par là, sur la politique de retraitement. La PPE actuelle dit on retraite jusqu'en 2040. Qu'est-ce qu'on fait en 2040 ? On verra. Mais quel que soit le choix qui sera fait pour la suite 2040, il faut le faire vite, ce choix. Parce que si on décide c'est la France décidée, c'est le gouvernement décidé de prolonger le retraitement en 2040, il faut de nouvelles installations à La Hague, où il faut remettre à niveau les installations existantes. Il faut 15 ans pour le faire. Donc il faut décider au plus tard en 2025. Si on ne décide pas au plus tard en 2025, il n'y aura pas de solution pour poursuivre le retraitement. Ou alors, ça se fera dans des installations dont la sûreté ne sera pas garantie. Pas totalement, ou avec un niveau de sûreté pas satisfaisant. Il faut anticiper. Et si on arrête le retraitement en 2040, il faut aussi le savoir, parce qu'il faut prévoir le fait que finalement on ne pourra plus retraiter. Il faut des capacités d'entreposage, il y a toute une série de conséquences liées à l'absence de retraitement. Voilà. L'anticipation et la précaution. J'ai beaucoup dit dans mes interventions précédentes qu'en France, il y avait un déficit d'anticipation et un déficit de précaution. Je le répète. Merci, Monsieur le Président, pour ces prises de position très claires. Je vais demander à mes collègues, compte tenu de l'heure et du peu de temps qu'il nous reste, d'être vraiment concis dans leurs questions et non redondants les uns vis-à-vis des autres, si cela est possible, sans évidemment brimer qui que ce soit. Viviane Artigalas, ensuite Pierre Louot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Moi j'ai 2 questions à vous poser, j'essaierai d'être brève. La première, vous en y avez en partie répondu, mais je voudrais que vous précisiez parce qu'en effet, 10 ans après Fukushima et des mesures d'amélioration de la sûreté nucléaire partout dans le monde, quelles marges de progression sont encore nécessaires en France et dans quel domaine ? Ma deuxième question, alors que la France s'est engagée dans le cadre des accords de Paris à une réduction importante des gaz à effet de serre, 2 visions opposées sur les sources d'énergie à privilégier sont apparues. Les coûts liés notamment à la sûreté et les énormes besoins en eau des équipements nucléaires peuvent-ils être un frein à la compétitivité de cette énergie par rapport aux ENR, plus résilientes, mais quelquefois elles aussi décriées sur leurs impacts environnementaux ? Merci Pierre Louot, ensuite Jean-Claude Tissot. Oui, Monsieur le Président, d'abord saluer et vous dire toute la confiance qu'ont les Français dans l'Agence de sûreté nucléaire. C'est un point important et qui fait référence dans notre pays. 2 questions, une concernant les entreprises. Est-ce que vous pensez qu'enfin, alors que les entreprises françaises savent construire des avions, ont une industrie navale puissante, vont réussir à être compétitifs et compétents pour construire des centrales nucléaires ? Ou est-ce qu'il va falloir se résigner à aller chercher des entreprises chinoises ? Deuxième question, est-ce que les normes dans certains pays, notamment la Chine ou aux États-Unis,
sont comparables aux normes françaises. Et tout ceci pour dire, alors cela va vous fâcher un peu, mais vous démentirez, est-ce que l'Agence de sûreté nucléaire ne serait pas manipulée par des lobbies de puissances étrangères qui ont tout intérêt à affaiblir la filière nucléaire française? Une question qui décoiffe. Jean-Claude Tissot, Fabien Gay, ensuite. Ah, tu es en visio, Jean-Claude? Oui, Ah, voilà, on t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. Vas-y. vous ne me voyez pas. C'est pas grave, si vous m'entendez, c'est l'essentiel. On t'entend. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Président, le contexte actuel du secteur d'énergie, et au Sénat on le sait bien, et bien sûr que, évidemment, vous le savez vous aussi, est animé ces temps-ci, et les équilibres existants sont bouleversés. Ainsi, votre regard en tant que président de l'ASN, une autorité administrative indépendante, nous est utile pour prendre du recul sur ces changements et les traiter efficacement. Je souhaiterais donc connaître votre analyse sur quelques thématiques. Tout d'abord, à la fin de l'année 2020, le groupe Engie a annoncé la mise en vente de sa filiale Endel, qui est spécialisée dans le maintenance industrielle, notamment dans les centrales nucléaires du groupe EDF. Et le calendrier de la cession n'est pas encore défini, mais il semblerait que cette entreprise soit prochainement entièrement privatisée. Quel regard portez-vous sur la privatisation des entreprises de maintenance, intervenant particulièrement dans les centrales nucléaires? Est-ce que ces mouvements comportent des risques? Ensuite, deux questions très simples et rapides. Que pensez-vous des premières annonces sur le projet Hercule? Quels pourraient être les risques d'un démantèlement d'EDF pour l'entretien des centrales nucléaires? Et les pompiers de Seine-Maritime, une dernière question rapide, ont dû intervenir à la centrale nucléaire de Paluel en ce lundi Pâques sur un transformateur qui avait pris feu. Ils sont venus soutenir les équipes internes d'intervention présentes sur le site. Que pouvez-vous nous dire sur ces risques d'incendie dans les centrales nucléaires? Est-ce que les équipes internes d'intervention sont suffisantes en l'état, à votre avis? Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Fabien Gay, ensuite Christian Redon-Sarrazin. Oui, bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, je suis là. Trois questions précises. Avec l'arrêt de Fessenheim et des centrales à charbon, comment nous allons garantir la sécurité du réseau électrique et par quoi nous allons le remplacer en énergie pilotable? Première question. La deuxième, c'est celle qui vient d'être posée sur le projet Hercule. Il y a le projet qui est de séparer les activités et de nationaliser le nucléaire et de le couper de toutes les autres activités commerciales et rentables. Quel risque ça fait peser sur le nucléaire avec l'ensemble des enjeux qui sont posés dans les 15 prochaines années? Démantèlement, sécurisation et innovation, lorsque, en fait, on fera peser toute la dette sur le nucléaire et qu'il n'y aura plus aucune rentabilité qui viendra supporter les investissements à venir. La troisième, c'est sur le PR de Flamanville. Je fais très court. Mais la question, Monsieur le Président, pas que nous n'avions plus les compétences sur les soudeurs. Oui, nous en avons perdu. Mais moi, j'en connais des soudeurs français. J'en connais. J'en rencontre beaucoup de salariés. Et qu'est-ce qu'ils me disent? C'est que le chantier de l'EPR de Flamanville, on a préféré faire venir des sous-traitants, y compris polonais, avec des contrats chypriotes d'une entreprise irlandaise, plutôt que de faire appel à des soudeurs français, qui ne trouvent pas de travail en France et qui eux-mêmes, et j'en connais un personnellement, obligés de partir en Inde pour former les soudeurs en Inde. C'est ça la question. Donc la question qui nous est posée, c'est la sous-traitance qui fait peser un grand risque et une menace sur l'EPR, mais aussi sur les centrales nucléaires. Et puis j'ai une petite question comme ça, puisque personne ne l'évoquera. Mais Greenpeace, on peut en penser ce que nous voulons. Et je sais qu'ici, je serai peut-être le seul à les défendre sur leurs questions. Mais ils nous ont posé une question le 6 décembre. Ils disent, on a reçu des milliers de documents sur la question, pas petite, de la localisation des caméras, de la description des systèmes électroniques et des plans précis de l'EPR, sans le demander. Et ça, c'est une question, c'est que les syndicats l'ont dénoncé depuis longtemps, l'ensemble des sous-traitants de l'EPR fait qu'il y a des questions de confidentialité et qui fait peser une menace forte. Moi, je voulais vous poser la question, c'était le 6 décembre dernier, on a interpellé un certain nombre de fois la ministre sur cette question, on n'en entend plus parler. C'est quand même une question de sécurité pour vous, des futurs plans de l'EPR de Flamanville, si elle se retrouvait dans des mauvaises mains, évidemment avec les risques que nous connaîtrions, mais il faut cibler le mal. Le mal, c'est la sous-traitance
dans l'ensemble de la filière d'EDF. Merci Fabien. Christian Rodon-Sarrazin, ensuite Yves Boulou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, ma question elle traite aux déchets, alors aux déchets ou aux matières, je ne sais pas, suivant le stade auquel on les prend. Donc récemment, le ministère de la Transition écologique a affirmé vouloir faire évoluer le cadre réglementaire permettant, après fusion et décontamination, une valorisation au cas par cas des déchets radioactifs métalliques de très faible activité. C'est leur propos. En particulier pour les utiliser à la fabrication d'ustensiles utilisés au quotidien par les Français. Le ministère assure que s'il voit le jour, ces produits recyclés resteront inférieurs au niveau de radioactivité naturelle. Toutefois, il n'est pas certain que le procédé choisi permette de faire disparaître totalement la radioactivité. Il y a un risque assez réel que de recyclage en recyclage, un métal qui était destiné à fabriquer un rail se trouve un jour utilisé à faire une carrosserie ou une casserole. Si personne ne conteste aujourd'hui les vertus du recyclage, l'hypothèse de voir ces déchets radioactifs apparaître dans notre quotidien peut légitimement soulever quelques inquiétudes. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais pouvez-vous nous en dire plus sur les perspectives de recyclage et les innovations qui pourraient voir le jour en la matière donc sur les années à venir? Il va falloir se méfier de nos casseroles, si j'ai bien compris. Yves Boulou et ensuite Jean-Pierre Moga. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, en mai dernier, à l'occasion d'une audition devant nos collègues de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEST, vous avez expliqué qu'après 18 mois à la tête de l'ASN, vous aviez fait le constat marquant que la France avait un déficit de culture de précaution, qu'il s'appliquait également au nucléaire. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a permis d'arriver à cet inquiétant constat? Et l'actuelle crise a-t-elle été révélée de nouveaux risques? Merci. Merci Yves. Jean-Pierre Moga, ensuite Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, ma question concerne le démantèlement de Fessenheim. Un rapport sur l'arrêt et le démantèlement des installations nucléaires réalisé par la Commission des finances du Sénat montre que les démantèlements passés et en cours ont connu d'importantes dérives par rapport aux coûts prévisionnels. Ne craignez-vous pas que Fessenheim n'échappe pas à cette règle et que le budget de cette déconstruction soit largement dépassé? J'ai entendu la réponse que vous avez faite à Daniel Grémillet, et si l'on peut admettre que ces opérations vont se répéter et vraisemblablement permettre d'abaisser les coûts, je suis quand même inquiet sur ce qui va se passer. Merci Jean-Pierre. Evelyne Renaud-Garabédian, ensuite Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je tenais tout d'abord à me féliciter d'avoir participé en 2018 à votre nomination. Merci de toutes ces informations que vous nous avez données aujourd'hui. Je voulais revenir avec vous sur le problème des déchets. Les déchets qui sont dits de haute activité et de moyenne activité à vie longue sont, eux, actuellement stockés dans des piscines de refroidissement et qui ont une capacité limitée. Le projet CIGEO, sauf si quelque chose m'a échappé, vous n'en aviez pas parlé, qui prévoit un enfouissement en profondeur de ces déchets. Pouvez-vous nous indiquer quand le site pourra voir le jour et quels sont les avantages qu'il présente comparé à d'autres alternatives? Merci. Merci Evelyne. Anne-Catherine Loisier, ensuite Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, alors moi, ce sera deux questions complémentaires de mes collègues, un peu plus au regard de l'expertise française et de la géopolitique ou de géostratégie. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, on l'a évoqué, la Russie, la Chine investissent largement dans le nucléaire et sont en train de prendre une avance technologique considérable, s'agissant surtout du nucléaire civil. Donc, pensez-vous qu'il y a là un risque de domination russo-chinoise? Faut-il craindre donc une dépendance future de la France, notamment si nous n'investissons pas massivement dans la recherche et dans la réappropriation de compétences? Et donc, au-delà de cela, on voit que le parc nucléaire mondial vieillit, que de nombreux pays vont chercher à remplacer leurs réacteurs d'ici 2060. Donc là aussi, la France, selon vous, peut-elle tirer parti de son expertise en la matière, y compris en matière de sûreté? Merci.
Merci Anne-Catherine. Franck Montaugé, ensuite Laurent Duplomb. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour la franchise de votre propos qui nous éclaire et qui d'une certaine manière nous engage, me semble-t-il. Monsieur le Président, qu'en est-il selon vous de la nécessité hypothétique, selon les résultats des études et recherches que vous appelez de vos voeux, de créer une filière, si possible française, de démantèlement? Est-on prêt? Je crois que vous nous avez répondu pour la partie déchets. Et quels sont donc les sujets, selon vous, à traiter pour l'être le moment venu? Et vous avez bien dit qu'il fallait décider rapidement. Donc, si je comprends bien, à échéance de 2040, pour être prêt à cette échéance-là, Fessenheim est-il à cet égard un laboratoire? Je vous remercie. Merci Franck. Laurent Duplomb et pour terminer, Daniel Salmon. Madame la Présidente, Monsieur le Président, ce matin, la ministre de l'écologie, Madame Pompili, a affirmé sur BFM TV et sur Bourdin Info qu'on pouvait se passer du nucléaire. Moi, je veux bien, mais je me pose des questions sur la véracité de ces propos et je voudrais vous entendre là-dessus. Et puis pour faire un lien avec ce ministère et ce qu'il représente, je voudrais aussi vous poser la question en termes de sûreté nucléaire vis-à-vis des intrusions sur les centrales nucléaires. Nous sommes tous effarés de voir que parfois, certains activistes puissent avoir en toute impunité la possibilité d'étirer des pancartes, des banderoles sur le toit des centrales nucléaires sans être véritablement arrêtés avant et sans être inquiétés. Et à cette question, je pourrais adjoindre la problématique des différents drones qui peuvent passer sur les centrales nucléaires sans avoir la possibilité aussi d'être stoppés avant qu'ils survolent. Et le risque, en termes de sûreté nucléaire, c'est de savoir si ces éléments-là ne courront pas un jour à un événement qui serait une catastrophe pour notre population. Merci. Pour terminer, Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci pour votre exposé très complet et très clair. D'abord, je salue l'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire, ce qui n'a pas été toujours le cas. Donc, je vous remercie pour tous ces apports. Je voudrais simplement vous poser une question qui vient compléter un peu d'autres questions, mais elles ont été très larges. Concernant les cyberattaques, on sait aujourd'hui que beaucoup de nos entreprises sont ciblées. Pouvez-vous nous dire si notre industrie nucléaire est vraiment apte à répondre à des cyberattaques d'ampleur? Concernant le SMR dont vous avez parlé, vous avez dit qu'il serait intéressant mais plus cher, sachant que aujourd'hui les mégawattheures qui sortent de l'EPR sont déjà au-dessus de 200 €, si je ne dis pas de bêtises. Avez-vous une idée du prix à venir? Sinon, eh bien, je vois que vous nous avez parlé beaucoup de procrastination. Effectivement, je pense que dans les années à venir, il va y avoir des choix drastiques à faire. Il faudra certainement faire les bons. Et puis, petite boutade pour terminer, par rapport à mon collègue Pierre Louot, j'espère que vous n'êtes pas noyauté par les écologistes. Ça m'embêterait beaucoup. Merci. Très bien. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, je vais vous demander l'exercice difficile de répondre à toutes ces questions dans un temps raisonnable. C'est surtout la fin de votre phrase, Madame la Présidente, qui est le plus difficile. Écoutez, bon, je demanderai à Olivier de répondre sur un certain nombre de questions, notamment sur quelques actualités de sites, peut-être le risque incendie, qui est un sujet effectivement évoqué au tir de Paluel, mais qui est aussi une préoccupation que nous avons et qui est une préoccupation que partagent nos homologues à l'étranger. Je le laisserai intervenir sur ce sujet et ça sera aussi l'occasion peut-être de parler ou répondre aux questions sur l'international. Alors, 10 ans après Fukushima, donc effectivement, est-ce qu'il y a encore des marges de progression? Alors, je vais faire une réponse, je dirais, en deux temps. Tout d'abord, il est clair que Fukushima nous a fait progresser. Tout d'abord, collectivement, je pense que le premier enseignement à tirer de Fukushima, c'est que personne ne peut prétendre qu'un accident nucléaire n'est pas possible. Le scénario était inimaginable et pourtant il s'est produit.
Et donc, il faut être extrêmement prudent dans les déclarations sur la sûreté du nucléaire. Je crois qu'un accident est toujours possible. Quelles conséquences tirer de cette déclaration? C'est qu'il faut être en alerte constante et il faut travailler sur la culture de sûreté. Je pense que la démarche interrogative, l'exploitation du retour d'expérience constant, c'est le premier enseignement de Fukushima. Et je pense que cette orientation, nous l'avons en France et il faut l'entretenir, celle de la culture de sûreté. Et ce qui parfois peut rejoindre, sans que je fasse d'accusation quelconque vis-à-vis de certains pays étrangers, ce qui peut parfois être le sentiment d'une différence d'approche entre la France et d'autres pays, et puis peut-être la Chine. On n'a pas la même approche en termes de culture de sûreté, et je pense que c'est important de le signaler. Ça, c'était le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est clairement que à l'issue des tests qui ont été faits sur les centrales nucléaires françaises ou les installations nucléaires, elles étaient il n'y avait pas de problème de sûreté majeur, mais par rapport au scénario d'accident qui s'est déroulé sur Fukushima, c'est-à-dire finalement un séisme de très grande ampleur suivi d'une inondation totale du site, effectivement, les sites français avaient des points de faiblesse. Et donc, c'est le deuxième enseignement. Il a fallu améliorer le niveau de sûreté avec des travaux au long cours qui ne sont pas terminés, mais qui ont été phasés. Les phases sont globalement respectées par les exploitants nucléaires, mais ce sont des travaux qui vont encore continuer jusqu'en 2035 pour les derniers réacteurs d'EDF. Mais il y avait un besoin de reconcevoir la sûreté des sites, pas des réacteurs, des sites, confrontés à un sujet, je dirais, générique sur l'ensemble du site. On perd toutes les alimentations électriques, on perd toutes les alimentations en source froide au niveau d'un site. Ça a été fait. Nous avons défini un noyau dur de prescription pour pouvoir résister à ces aléas extrêmes. Je pense que ça, par rapport à votre question sur les marges de progression, on a progressé. Et le troisième enseignement, et c'est peut-être celui-là qui a encore des marges de progression, c'est celui de la gestion post-accidentelle. Après l'accident de Fukushima, on s'est aperçu que les doctrines que nous appliquions en France, qui étaient surtout basées sur les accidents précédents, notamment celui de Tchernobyl, avec des rejets courts, n'étaient pas adaptées à la situation vécue à Fukushima, avec des rejets pendant 2 à 3 semaines. Et donc, il y a cette révision de la doctrine qui a été faite dans le cadre d'un comité directeur sur la gestion post-accidentelle que préside l'ASN, et nous avons progressé. Mais cette culture, je reviens à la question de la culture, de la précaution, sur quels sont les bons gestes à avoir en situation post-accidentelle, je pense qu'il faut encore l'améliorer. Je prendrai un exemple tout à l'heure puisque la question a été posée, mais il y a encore un effort à faire. Donc, un besoin permanent de rester en éveil, la culture de sûreté, des améliorations de sûreté significatives qui ont été mises en œuvre, et puis encore des marges de progrès, mais plutôt sur la culture de précaution et la gestion post-accidentelle. En ce qui concerne l'accord de Paris sur le climat, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça rejoint beaucoup de questions qui ont été posées sur la politique énergétique. Et j'ai déjà indiqué que, bien évidemment, c'est un sujet qui n'est pas de la responsabilité de l'ASN. En revanche, et je réponds de manière transversale à toutes ces questions, il est absolument fondamental, non seulement d'anticiper ce que j'ai dit tout à l'heure, mais d'anticiper la composante pilotable, la présence d'une composante pilotable de production d'électricité dans notre mix énergétique. Et cette composante pilotable peut être le nucléaire nouveau, peut-être le SMR. En termes de sûreté, il n'y a pas de contre-indication à ce que le choix soit fait en matière de nucléaire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un choix audacieux serait de choisir des SMR, qui sont des réacteurs qui présentent une réelle avancée, si elle est confirmée, en termes de sûreté. Voilà. En ce qui concerne le coût du SMR, je réponds de manière un peu transversale. Le coût du mégawattheure du SMR, d'après ce qu'on nous a dit, serait de l'ordre de 120 € par mégawattheure, alors que le coût visé d'un mégawattheure EPR2, c'est 80. Donc il y a effectivement un gap. Maintenant, tout dépend aussi, bien évidemment, de la production. Des SMR, ça se fabrique en grande partie en usine.
ça ne se fabrique pas sur site. La maîtrise de la chaîne de fabrication est différente. Peut-être y a-t-il possibilité d'optimiser. Aujourd'hui, le marché visé par EDF en termes de SMR est plutôt un marché à l'export, pas un marché en France. Un marché en France, ça pourrait donner du volume, ça pourrait éventuellement conduire à une réduction du coût. Donc ce sont des choses qu'il faut regarder. Je dis que, bien évidemment, la conception de l'EPR est plus avancée que celle du SMR. Il y a déjà des modèles, des prototypes, des réacteurs qui fonctionnent, mais c'est une question à se poser. En ce qui concerne maintenant les questions sur les normes, notamment, Monsieur le sénateur, vous m'avez posé la question toujours sur les normes comparables, notamment dans la Chine, sur la Chine, en comparant la Chine. Donc j'essaie de répondre. Nous avons beaucoup d'échanges au niveau international avec nos homologues, y compris avec les Chinois. L'ASN préside un groupe de partage non seulement d'expérience, mais aussi de partage sur la conception et la fabrication de réacteurs de 3e génération, dont fait partie l'EPR. Nous discutons avec nos homologues chinois, avec nos homologues britanniques, avec nos homologues finlandais dans ce groupe. Quand on regarde concrètement la manière dont ces 4 autorités, avec la française, ont abordé la conception des EPR, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de niveau de sûreté. C'est pour ça que je disais attention au discours qui consiste à dire certains sont moins exigeants que d'autres. Ce n'est pas vrai. Peut-être sont-ils plus performants en termes de fabrication. Ils ont l'expérience. C'est vrai. Peut-être les coûts de main-d'œuvre sont aussi différents. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils ont bénéficié, pour certains d'entre eux, c'est le cas de l'EPR britannique et de l'EPR chinois, de la maturité du projet qui n'existait pas pour la France et pour la Finlande. Est-ce que la France réussira, l'industrie française, à construire des centrales? Ben oui. Je suis tout à fait convaincu que c'est possible. Nous savons construire des avions, des fusées. Les compétences sont tout à fait accessibles. Mais ça se planifie. Ça s'organise, si vous voulez. Et donc, moi, je n'ai absolument aucune appréhension par rapport à ce défi industriel. Je dis qu'il faut saisir les opportunités. Le volume de travaux générés par leur examen le permet. Il faut le faire. Je crois que tout ce qui a été fait dans la filière nucléaire récemment avec le GIFEN, le plan Excel, vont dans le bon sens. Il faut réussir. Mais je suis convaincu que c'est possible. Je n'ai aucun problème là-dessus. Est-ce que les restructurations au sein des groupes industriels français pourraient conduire à fragiliser la filière? Vous avez parlé, je crois, d'Endel. Je parle du sénateur Tissot qui est en ligne. D'Endel. Alors effectivement, les décisions des grands groupes, c'est le cas d'Engie, qui décide effectivement de se séparer d'une partie d'activité nucléaire. S'il n'y a pas de suite, ça pose problème. C'est la même chose pour certains grands chaudronniers. Je parle à Nordon. Il y a un certain nombre d'entreprises, grandes entreprises dans le secteur du nucléaire qui aujourd'hui sont en souffrance. Elles n'ont pas de perspective. Il n'y a pas de... Et ça, c'est pas lié à l'absence de travaux. C'est lié au fait qu'il y a une espèce de désengouement par rapport au nucléaire. Il y a des incertitudes sur les choix gouvernementaux. On ne sait pas s'il va y avoir du travail, s'il va y avoir une filière. Et donc, les entrepreneurs ne s'investissent pas. Donc, effectivement, cette période d'incertitude, elle est néfaste en ce qui concerne la constitution du tissu industriel. La compétence, on peut l'acquérir, mais il faut des perspectives. Aucun entrepreneur n'est un entrepreneur qui s'engagera sans visibilité, sans capacité d'ailleurs de gagner de l'argent. Il faut le dire. Je suis désolé, je suis le président de l'ASN, mais je le dis. Ça reviendra à une question tout à l'heure sur la sous-traitance. C'est fondamental. Donc je pense qu'il y a absolument besoin d'avoir de la visibilité. Les groupes français sont capables. Attention, nous sommes dans une période difficile. Le projet Hercule, est-ce qu'il y a un risque pour le nucléaire? Moi, je n'ai pas d'opinion sur le projet Hercule. Je n'ai pas à en avoir, d'ailleurs. Donc je n'ai pas d'opinion sur le projet Hercule. Moi, ma seule préoccupation, quels que soient les projets d'organisation, de réorganisation, c'est que les capacités financières et techniques soient préservées. C'est fondamental. Ça, c'est notre mission, d'évaluer les capacités financières et techniques. Et c'est indépendant, en fait, de l'appartenance de l'entreprise à tel ou tel groupe ou de son capital. On peut dire qu'une entreprise publique, on peut penser qu'une entreprise publique est peut-être moins soumise à l'obligation de rentabilité faite par le marché. C'est vrai. Mais si l'État, en tant qu'actionnaire principal ou exclusif,
n'a pas les moyens financiers pour assurer l'avenir de l'entreprise, pour lui permettre d'avoir les capacités financières pour pouvoir réaliser les grandes opérations qui sont devant elle, ce n'est pas forcément très simple. Donc je dis attention, il n'y a pas de modèle unique. Ce qui est important, quel que soit le statut, c'est que les capacités techniques et financières soient présentes. Risque incendie, je ne réponds pas. En ce qui concerne l'arrêt de la centrale de Fessenheim, effectivement, l'arrêt de la centrale de Fessenheim, l'arrêt programmé des centrales électriques au charbon, ça crée la tension que je décrivais tout à l'heure sur la production d'électricité pour les 2 à 3 ans qui viennent. Le retard du chantier de l'EPR, bien évidemment, est aussi à mettre parmi les causes de cette tension supplémentaire. La seule chose dont je sois convaincu, et je n'ai pas à prendre position sur la politique énergétique, c'est que nous avons besoin d'une part de production d'électrique pilotable, compte tenu des technologies dont nous disposons ou qui sont prévisibles dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Je renvoie au rapport du Haut-Commissariat qui me paraît tout à fait juste sur ce sujet. On a besoin d'une capacité pilotable, quelle qu'elle soit, il faut faire un choix. La sous-traitance sur le chantier de l'EPR. Donc, j'ai répondu à la question sur Hercule, je n'y reviens pas. Donc, le recours à la sous-traitance. Le recours à la sous-traitance, c'est normal dans la vie des entreprises. Je dirais qu'il y a toute une série d'expertises particulières qui est nécessaire sur des chantiers nucléaire qui peut faire l'objet d'un développement d'entreprise spécialisée. Et cette compétence spécialisée peut être entretenue à travers le parc nucléaire disponible pour qu'une entreprise puisse effectivement réaliser ses prestations haut de gamme. Et ce n'est pas parce que c'est une opération sous-traitée que c'est une opération qui pose difficulté. Il y a toute une série de travaux qui sont réalisés sur les centrales qui font l'objet d'opérations de sous-traitance et des sous-traitants qui entretiennent le niveau de compétence sans difficulté. Donc moi, c'est pas la question sous-traitance, pas sous-traitance, c'est d'avoir de la compétence, d'avoir du travail et puis d'une certaine manière d'avoir des entreprises qui puissent vivre de leur activité. Je pense qu'il faut faire attention dans le rapport de force dans l'industrie nucléaire entre les grands opérateurs, les grands exploitants et les entreprises. La reconquête d'un tissu industriel ne peut se faire que si ces entreprises ont de la perspective et puissent gagner leur vie. Donc attention à la politique des achats, attention à la politique des contrats, des grands groupes, des grands exploitants qui parfois jouent contre eux. Ils jouent le jeu inverse en poussant éventuellement certaines entreprises à ne pas entretenir suffisamment la compétence. Donc je le dis parce que c'est un sujet qui est en débat au sein du GIFEN et je pense que c'est utile que les exploitants se posent la question de la manière de contractualiser pour entretenir des filières de prestataires. Sur la sécurité du site, et ça comporte à la fois la question sur Greenpeace, les données dont Greenpeace a fait état sur la sécurité du site de Flamanville, ça concerne également la cybersécurité, donc toutes les questions liées à la sécurité. L'ASN n'a pas de responsabilité en termes de sécurité des centrales nucléaires ou des installations nucléaires. C'est le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'écologie qui est compétent. Un rapport avait, il y a quelque temps, d'une parlementaire, parlé de rapprocher sécurité et sûreté nucléaire, ce qui est d'ailleurs le cas dans tous les pays étrangers. Mes homologues étrangers gèrent à la fois la sécurité et la sûreté. Ce n'est pas le cas en France. Bon, donc je ne peux pas me prononcer sur les cas que vous avez cités parce que je n'ai pas de recul, je n'ai pas d'éléments parlant de la manière de gérer le risque d'intrusion, de renforcer la cybersécurité. Je n'ai pas d'éléments précis permettant de me positionner sur ce sujet. Sur les déchets, notamment la valorisation des déchets métalliques, c'est le sujet que j'évoquais tout à l'heure avec les déchets très faiblement radioactifs, les déchets TFA. Donc c'est une piste pour réduire le volume de déchets TFA à stocker au final. Est-ce que c'est un problème de santé ? Est-ce que le niveau de radioactivité auquel
seraient exposées les personnes qui manipuleraient des objets construits avec des produits métalliques qui auraient été traités pour en réduire leur activité, est-ce que ça serait dangereux? Telles que les normes sont aujourd'hui définies en France et à l'étranger, le niveau final de radioactivité de ces produits serait infinitésimal. Parce que, en fait, valoriser des déchets métalliques très faiblement radioactifs, c'est pouvoir le faire dans des filières industrielles. C'est-à-dire il s'agit de faire un four de refusion pour pouvoir retraiter ces déchets, pour pouvoir séparer en fait la partie qui peut être la plus radioactive du reste, et c'est possible de contrôler le niveau. Et donc l'exposition, le risque sanitaire serait infinitésimal et vraisemblablement inférieur, bien inférieur d'ailleurs, à celui de l'exposition au rayonnement naturel. Donc effectivement, il y a un effet psychologique, c'est ça le sujet, mais il n'y a, en termes de santé publique, il n'y a pas de raison d'avoir, une objection majeure par rapport à cette valorisation de produits dans des processus industriels. Le déficit de culture de précaution, je l'ai effectivement indiqué lors de mon audition à l'OPEX, et ce déficit de culture de précaution, il est à la fois celui de l'absence de décision par rapport à des besoins en capacité. On a besoin de capacité de stockage, mais on ne décide pas de les construire. Donc on n'est pas prudent, un déficit de précaution. On a besoin de capacités supplémentaires d'entreposage des combustibles usés. C'est aussi une question qui m'a été posée tout à l'heure, et les décisions n'ont pas été prises dans le timing qui était prévu. Depuis 2010, on sait qu'en 2030, les piscines de lac seront saturées. Et pourtant, la décision pour en construire de nouvelles n'a pas été prise. Aujourd'hui, on est sur un calendrier de 2034. Il va falloir trouver des parades pour aller de 2030 à 2034. On n'a pas été prudent. Il y a un déficit de précaution chez les exploitants. Il y a un déficit de précaution peut-être pour les pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics ne décident pas dans la prochaine PPE quelle est la manière de construire des unités de production électrique pilotables, il n'y aura pas de précaution et on reviendra sur ce que j'exprimais tout à l'heure sur le dilemme entre sécurité électrique et sûreté nucléaire. Il y a de la précaution à avoir. Il y a aussi un déficit de précaution chez la population. Nous réalisons régulièrement des campagnes de distribution de comprimés d'iode stables. C'est le seul moyen pour la population de se protéger contre les effets de l'iode radioactif en cas d'accident nucléaire. C'est connu, il y a un battage considérable. Lors de la dernière campagne, seuls 25% de la population qui habite autour des centrales nucléaires est allée rechercher son comprimé d'iode stable à la pharmacie. C'était gratuit, il fallait juste y aller. Elle n'y est pas allée, 25%. Donc on ne prend pas les précautions suffisantes pour se protéger soi-même. Donc il y a vraiment un problème de déficit de précaution. Pardon ? Très bien, très bien. Mais vous voyez de quoi je parle. Donc, voyez-vous, c'est ça que je dis. Il y a un déficit de précaution sur la totalité des acteurs du nucléaire. Et on peut faire un parallèle d'ailleurs avec la crise sanitaire. Je terminerai par j'ai parlé des piscines. Je parlerai donc des déchets HAMAVL sur le projet CIGEO. Alors, quand le projet CIGEO verra le jour, ce que moi, je peux vous dire, c'est que dans les perspectives de l'ANDRA, il est envisagé que la demande d'autorisation de création soit déposée à l'ASN fin 2021 ou début 2022. Donc, voilà le calendrier. Ce dépôt de demande d'autorisation de création est cohérent avec la demande de déclaration d'utilité publique qui a été faite, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un avis de l'autorité environnementale et suite auquel l'ANDRA doit apporter des précisions sur son étude d'impact. L'étude d'impact corrigée ou améliorée de la part de l'ANDRA sera un des éléments que nous aurons à notre disposition pour pouvoir instruire la demande d'autorisation de création. Si la demande est déposée en fin d'année ou en début d'année prochaine, il faudra 3 ans pour pouvoir, 3 à 4 ans pour pouvoir l'instruire. Voilà, ça c'est le calendrier. S'il n'y a pas d'obstacle, si on n'arrête pas le projet, voilà. La filière démantèlement,
créer une filière démantèlement, il y a de la matière, je dirais, en France, hein, compte tenu du nombre de chantiers, c'est vrai. Donc c'est certainement possible. En plus, on peut planifier. Bon, il y a eu une étude du Conseil général de l'économie sur ce sujet. L'idée, c'était est-ce qu'il y a finalement la possibilité d'avoir à l'export une possibilité d'avoir une industrie qui puisse exporter. C'est très difficile. En fait, c'est plutôt national. En fait, il y a plutôt une approche nationale et il y a peu de possibilités de compétition pour pouvoir réaliser des opérations de démantèlement général à l'étranger. En revanche, il y a des expertises particulières qui peuvent être développées, l'utilisation de robots. Donc on peut avoir, et d'ailleurs Orano intervient déjà à l'étranger, on peut avoir certaines niches où on peut effectivement mettre à disposition, l'industrie française peut mettre à disposition de projets à l'étranger l'expertise qu'elle a développée en France. Voilà, je m'arrête là. Je crois que j'ai pris beaucoup de temps. Je vais laisser peut-être Olivier compléter sur les points que je n'ai pas abordés. Mesdames, Messieurs les sénateurs, oui, quelques mots sur la question relative à l'incendie. C'est effectivement un risque important sur les installations nucléaires comme sur toute installation industrielle. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a en moyenne un départ de feu, pas forcément un incendie développé, mais un départ de feu par réacteur et par an. Donc il y a des améliorations dans le cadre des 4e réexamens de sûreté qui vont être apportés en termes de conception. Donc ça recouvre finalement beaucoup l'aspect prévention des incendies. On appelle aussi EDF à faire des progrès depuis plusieurs années, et ça a été le cas, mais ça doit se poursuivre, en matière d'intervention, c'est-à-dire de capacité à lutter contre les incendies. Et on a encore cette année une série d'inspections programmées pour mettre en situation les équipes d'EDF et vérifier si tel est bien le cas. Il y aura également, et ça montre d'ailleurs l'importance du sujet, dans les prochaines années, un exercice à l'échelle européenne, une vérification à l'échelle européenne dans le cadre d'une revue par les pairs, en fait, des mesures qui sont prises sur l'ensemble des centrales nucléaires européennes pour justement prévenir et lutter contre les risques d'incendie. Et du coup, ça me fait la transition vers un autre point que je souhaitais évoquer en réponse aux différentes questions sur l'international et sur la manière dont l'ASN se situe par rapport à ses homologues. Il y a eu depuis une vingtaine d'années un travail extrêmement important d'harmonisation de la sûreté nucléaire à l'échelle européenne. Alors, ce n'est pas forcément très connu en France parce que finalement, c'est surtout connu par ceux qui participent à ce travail. Mais finalement, en partant d'une situation dans laquelle il y avait très peu de règles communes, les autorités de sûreté nationale et dans le cadre d'un club, en fait, de régulateurs qui avait été fondé en 1999 à l'initiative d'André-Claude Lacoste, le premier président de l'ASN. Donc, dans ce cadre-là, donc de façon volontaire et pas du tout dans un cadre communautaire au sens Union européenne, mais des règles communes, des standards de sûreté communs ont été établis. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on a effectivement, d'une certaine façon, une Europe de la sûreté nucléaire, au sens où il y a ces règles, on les appelle niveaux de référence de sûreté, communs aux différents pays et qui sont intégrés dans nos réglementations nationales. Voilà, donc il y a au fond une assez grande convergence entre les exigences des autorités de sûreté, au moins à l'échelle européenne. Il peut y avoir quelques différences, notamment avec l'approche américaine, par exemple, en particulier sur la notion de réexamen de sûreté, puisque nos homologues américains sont beaucoup plus axés sur la conformité et pas tellement sur l'augmentation des exigences de sûreté. Mais encore une fois, à l'échelle européenne, il y a une vraie convergence. Bien. Écoutez, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, je voudrais, au nom de l'ensemble de mes collègues, vraiment vous remercier. Vous remercier pour d'abord la précision à l'ensemble des questions qui ont été posées par mes collègues sénatrices et sénateurs, la transparence. Je crois qu'effectivement, pour un pays, pour notre pays et pour notre représentation nationale au niveau du Sénat,
cette transparence et le temps que vous nous avez consacré est absolument précieux. Je crois que c'est vraiment essentiel pour notre pays et quelque part pour l'avenir de notre pays.